Alors nous allons passer maintenant à la seconde partie de ce cours sur la thermodynamique en tant que telle et en particulier sur le premier principe de la thermodynamique. Donc ce premier principe de la thermodynamique énonce le fait qu'un système macroscopique, on reste sur la notion de système macroscopique dans ce cours, ce système macroscopique va pouvoir échanger avec son environnement. Donc l'environnement, c'est tout ce qui n'appartient pas au système, de la matière qui peut entrer ou de la matière qui peut sortir, par un certain nombre d'entrées, n entrées au système, et un certain nombre de sorties, m sorties au système. Ce système va également pouvoir échanger de l'énergie sous forme de chaleur, que l'on note Q, et également sous forme de travail, que l'on note W. Donc le travail, c'est tout ce qui est énergie mécanique qui est échangé par le système. Ce système, en thermodynamique, on va lui compter positivement tout ce qui va rentrer dans le système. Donc la chaleur va avoir un signe algébrique et sera comptée positivement si effectivement elle rentre dans le système, donc si la chaleur pénètre dans le système, et sera comptée négativement si physiquement le système est plus chaud que son environnement et si physiquement la chaleur sort. Donc la grandeur chaleur comme la grandeur travail vont avoir un signe algébrique positif si effectivement la grandeur est entrante et négative si effectivement la chaleur est sortante. Par contre, les énergies qui sont liées aux échanges massiques, et donc qui sont liées au terme enthalpique du premier principe, ces énergies-là, on va devoir leur ajouter un signe et les compter dans le premier principe avec un signe plus si effectivement la matière entre dans le système et avec un signe moins si effectivement la matière sort du système. En effet, les termes d'enthalpie et les termes de débit sont des grandeurs positives et par conséquent on doit ajouter au premier principe artificiellement, entre guillemets, ce signe-là, qui n'apparaît pas intrinsèquement dans le premier principe. Donc dans cette somme-ci, il faut prendre en compte également le signe à rajouter à l'énergie qui est liée à la matière entrante et sortante. Alors dans ce premier principe, on voit également apparaître les notions d'énergie interne totale et d'enthalpie totale. Donc je rappelle que les grandeurs totales sont la somme des grandeurs, que ce soit énergie interne ou enthalpie, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. Donc ça c'est valable à la fois pour l'énergie interne totale, qui est la somme de l'énergie interne plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et c'est également valable pour le terme enthalpie totale, qui est la somme de l'enthalpie du fluide entrant, plus l'énergie cinétique du fluide entrant, plus l'énergie potentielle du fluide entrant, et la même chose pour la matière qui sort. Et donc dans un certain nombre de cas, dans un nombre important de cas de systèmes énergétiques macroscopiques, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'un système, s'il est immobile par rapport au référentiel qui nous intéresse, son énergie cinétique est négligeable par rapport à sa variation d'énergie interne. Et de la même façon, si un système est immobile par rapport à son référentiel, sa variation d'énergie potentielle est également négligeable par rapport à la variation d'énergie interne. Si ce qui nous intéresse, effectivement, c'est les grandeurs macroscopiques de changement de température et échange de travail. Donc du coup, ce premier principe, dans son expression générale, s'exprime avec des grandeurs totales, mais souvent, très souvent, on peut négliger donc les termes d'énergie cinétique et d'énergie potentielle pour l'énergie interne. Et pour l'enthalpie, c'est la même chose. On peut souvent négliger les termes d'énergie cinétique et potentielle, et on reverra ce point-là tout à la fin de ce cours. Donc le premier principe de la thermodynamique exprime que la variation
de l'énergie contenue dans un système va dépendre du travail qui va y rentrer ou en sortir, de la chaleur qui va y rentrer ou en sortir, et de la somme des débits enthalpiques qui vont être introduits ou perdus par les systèmes correspondants. Donc en gros, c'est la variation de ce qui est contenu dans le système dépend de ce qui rentre et de ce qui sort. Bien entendu, ce premier principe qu'on a vu sous forme de puissance peut être intégré au cours du temps et on peut donc avoir des expressions sous forme énergétique, donc entre un instant initial et un instant final. Donc il suffit de reprendre l'expression en puissance et de l'intégrer pour avoir la variation d'énergie interne totale entre un instant initial et un instant final, va dépendre de la quantité de travail, la quantité de chaleur et de la quantité de matière qui a été échangée au cours de cette période. Et là, on a deux façons de le représenter. Sur une période infinitésimale, donc extrêmement courte, donc là on a des variations infinitésimales. Et si on intègre sur un temps long, on a un temps macroscopique, cette fois-ci, les variations sont également macroscopiques. Donc, variation macroscopique de l'énergie interne est égale au travail, et plus au travail infinitésimal, mais au travail global qui a été échangé, à la quantité de chaleur qui a été échangée, et non plus au débit massique ici, mais à la masse qui a été échangée au cours du temps, comptée positivement ou négativement. Alors ce premier principe peut s'appliquer à l'ensemble des systèmes que l'on va étudier. Et à partir de maintenant, on va regarder son application dans un certain nombre de cas particuliers. Donc le premier cas particulier que vous connaissez bien, mais pour lequel sur lequel il ne faut pas se précipiter systématiquement, et c'est un peu le risque que l'on retrouve auprès des étudiants de votre niveau, c'est que vous avez retenu, et en général c'est pas vrai, que delta U c'est W plus Q. Delta U c'est W plus Q, qui est donc ce qu'on retrouve ici, ça n'est valable que dans le cas d'un système fermé pour lequel on n'a aucune entrée de matière et aucune sortie de matière. Sinon, il faut absolument prendre en compte les termes de débit enthalpique. Donc, dans le cas d'un système fermé, par contre, si vous êtes bien avec un système qui n'échange aucune masse avec l'extérieur, eh bien, vous pouvez appliquer cette variation d'énergie interne, delta U, qui va être égale évidemment à l'énergie interne à la fin, moins l'énergie interne au début, hein, c'est la notion de variation d'énergie interne, et ça, c'est bien égal à la somme de toutes les grandeurs travail et de toutes les grandeurs chaleur qui ont pu être échangées par ce système-là au cours de la période correspondante. Donc ce premier principe pour le système fermé, on peut l'exprimer sur une période longue, sur une transformation infiniment petite, et on peut également l'exprimer, hein, comme tous les termes en thermodynamique que nous verrons dans ce cours, sous la forme spécifique, donc par exemple sous forme massique. Donc sous forme massique, je le note en grandeur minuscule. Et donc la variation d'énergie interne massique, ramenée au kilogramme de système, est également égale à la quantité de travail échangé également massique, ramenée au kilogramme de système, et à la quantité de chaleur massique échangée par ce même système. Alors notre cas particulier d'application du premier principe, c'est son utilisation en régime transitoire. Donc le régime transitoire, par définition, c'est un système qui varie au cours du temps. Donc ses grandeurs macroscopiques, par exemple température, pression, varient au cours du temps. Et le premier principe est bien entendu, dans sa forme générale, applicable à ce type de système-là. Cette application fait en général relativement peur aux étudiants, mais à partir du moment où le premier principe est correctement posé et où les bonnes hypothèses sont posées pour le simplifier, eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, bien entendu, en régime transitoire, il ne faut surtout pas oublier le premier terme de la forme du sur dt, puisque c'est concrètement ça qui va nous intéresser, la variation au cours du temps de son énergie interne au système, par exemple. Et cela va nous permettre de calculer, par exemple,
la variation de température ou la variation de pression ou la variation de quantité de masse qui est contenue dans un système. Donc un exemple d'application très simplifié, c'est le remplissage d'un réservoir. Un réservoir qui est défini par sa frontière et donc dans lequel on verse une certaine quantité de masse. Donc entre l'instant initial et l'instant final, on a variation de ce qui se trouve à l'intérieur du système, par exemple sa température, la pression, l'enthalpie totale, puisqu'on va introduire une certaine grandeur, une certaine matière à l'intérieur du système qui est indépendante de ce qui se trouve dedans. Donc c'est ce qui est exprimé là. Donc la matière qui rentre n'a rien à voir avec celle qui se trouve a priori à l'intérieur du système à l'état initial. Donc effectivement on a variation au cours du temps de ce qui se trouve dedans le système. Par contre on peut souvent faire l'hypothèse que la matière qui rentre entre le début et la fin du remplissage a des caractéristiques constantes au cours du temps. Donc voilà le type d'hypothèse que l'on peut poser. Inversement, si on considère la vidange du réservoir, eh bien on peut rarement dissocier l'état de ce qui est contenu dans le système de l'état de ce qui en sort au même instant. Puisque, je vous rappelle qu'on se place en thermodynamique macroscopique et donc on fait l'hypothèse que nos systèmes sont homogènes et que par conséquent on a la même température partout dans un réservoir et donc si on a la même température partout, eh bien si on prélève une partie de ce qui est contenu dans ce réservoir, mais la température de ce qui sort sera la même que la température de ce qu'il y a dedans. Et donc, on va avoir variation au cours du temps à la fois de ce qu'il y a dedans et des caractéristiques du fluide sortant, mais on peut supposer l'égalité entre ces valeurs-là et les valeurs qui se trouvent à l'intérieur. Donc, c'est une autre forme de simplification du premier principe. Je ne vais pas parler beaucoup plus de l'application en régime transitoire du premier principe parce que dans la suite de ce cours, on va principalement s'intéresser à des cycles et à des cycles qui vont fonctionner en régime permanent. Par contre, dans d'autres cours que vous verrez soit cette année, soit l'année prochaine, vous étudierez par exemple les systèmes de stockage de chaleur et intrinsèquement un système de stockage de chaleur, c'est un système en régime transitoire puisqu'on stocke et on déstocke la chaleur du procédé et par conséquent vous devez être capable d'appliquer ce premier principe aussi à des systèmes en régime variable. Donc un autre cas particulier qui est le complémentaire du cas précédent, c'est le cas d'un système en régime permanent. Donc c'est un cas qu'on verra relativement fréquemment au cours de ce cours, mais en dehors de ce cours, je vous demande de bien faire attention, de ne pas vous précipiter systématiquement sur cette hypothèse-là, et bien vérifier qu'elle s'applique à votre système avant de le faire. Donc par définition, la notion de régime permanent, c'est de dire que ce qui se trouve dans notre système, ce qui y rentre et ce qui en sort, ne varie pas au cours du temps, que ce soit la matière ou des énergies. Donc dans ce cas-là, évidemment, la variation temporelle de l'énergie interne de notre système ne varie pas. Et je peux donc représenter de façon simplifiée mon premier principe en isolant par exemple les termes travaux et chaleur pour mettre en évidence les termes enthalpiques. Et donc lorsque je développe ce terme enthalpique, on retrouve la notion et l'idée qu'il faut que je compte positivement les débits qui sortent et négativement négativement les débits qui sortent et positivement les débits qui rentrent. Un cas particulier de ce cas particulier de régime permanent, si mon système en régime permanent ne possède qu'une seule entrée et qu'une seule sortie et que j'applique les bilans matière sur ce système, je trouve l'égalité des débits massiques entrants et du débit massique entrant et du débit massique sortant. Et dans ce cas, le premier principe exprimé ici se simplifie sous cette forme-là et je peux simplifier mes termes en débit par le seul débit massique global, que ce soit le débit massique entrant ou sortant, puisqu'ils sont égaux, facteur de l'enthalpie sortante moins l'enthalpie entrante. Donc ce sera souvent le cas sur des systèmes que l'on va étudier par la suite, où on aura souvent une seule entrée et une seule sortie, mais de nouveau, ce n'est pas systématiquement vrai.
Donc à partir de ce point du cours, vous êtes capable de faire l'application suivante, dans laquelle on étudie une tuyère. Et pour résoudre cet exercice, il faut faire bien attention à l'utilisation du premier principe en grandeur totale. Donc cette fois-ci, on ne peut pas faire l'hypothèse de négliger les variations d'énergie cinétique et potentielle. Une autre application que vous pouvez faire à ce niveau du cours, c'est l'étude de la chambre de combustion, donc pour laquelle on va simplifier le phénomène de combustion et ne représenter ce phénomène chimique avec variation de la matière comme un apport de chaleur extérieur au système. Donc le phénomène de combustion ici est représenté de façon simplifiée par un apport de chaleur à notre système qui est la chambre de combustion.